mais on va faire avec. Moi, mon nom, c'est Véronique. En fait, comme Rachel l'a dit, je suis du milieu communautaire. Je suis organisatrice communautaire au FRAPRU, la Fondation populaire Henri Hamel, depuis 10 ans. Ce titre-là, je suis à la Coalition Main Rouge. C'est une coalition de regroupements nationaux et régionaux de différents secteurs, donc communautaires, féministes, syndicaux, étudiants. Et je suis à la coalition depuis ses tout débuts, là, ou presque. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'expérience de la coalition Main Rouge. Je ne vous parle pas au nom de la coalition Main Rouge, mais évidemment, je vais partager des critiques qui sont aussi souvent issues de discussions qui ont eu lieu dans le regroupement là, duquel je fais partie, le FRAPRU. Donc, je vais faire une intervention en 3 temps. D'abord, parler un peu de la lutte unitaire pour les services publics de la perspective de la coalition Main Rouge, revenir rapidement sur l'historique de la coalition Main Rouge, ensuite de ça, revenir sur les dernières négos, puis l'amorce de plan d'action pour construire un front social qui a eu lieu à ce moment-là. Puis ensuite, je vais conclure sur les perspectives actuelles et un peu qu'est-ce qu'on peut faire localement et régionalement pour essayer aussi d'inspirer sur ce qu'on pourrait faire rapidement pour reconstruire et tisser de nouvelles alliances. Donc, la coalition Main Rouge, il y a un texte dans les nouveaux cahiers du socialisme, le dernier numéro, où je fais un bref historique de la coalition, donc Flavie le brandit dans les airs. Aujourd'hui, je ne vais pas faire tout cet historique-là, mais rapidement, juste rappeler pour les personnes là, qui connaissent moins bien la coalition s'est mise sur pied à la fin 2009, alors qu'on commençait à parler de révolution culturelle, qu'on laissait déjà annoncer pour le prochain budget des compressions importantes dans les services publics et aussi qu'on annonçait là, justement la fameuse révolution culturelle avec les hausses de tarifs là, de différents ordres qui a culminé là, par la hausse des frais de scolarité. Mais il y avait aussi la taxe santé à l'époque et les hausses de tarifs. Donc, bref, la coalition s'est mise sur pied rapidement après ces premières annonces-là et a rejoint rapidement plus de 100 groupes de partout au Québec, mais c'était une coalition donc, de regroupements nationaux. Donc, ce n'était pas de collectifs ou autre, mais c'est vraiment de regroupements d'organismes communautaires, de syndicats, de groupes de femmes, etc. Et la coalition, au lendemain du premier budget là, de cette fameuse nouvelle révolution culturelle, a mis 15 000 personnes dans les rues là, le 1er avril 2010. Et depuis ce temps-là, la coalition existe, a toujours poursuivi son travail, mais avec des degrés d'intensité pas mal différents. Je vais y revenir aussi aujourd'hui, même si ce n'est pas un atelier sur la coalition, mais il y a quand même, je pense, dans ce qui se passe à la coalition, des leçons à tirer pour les gens qui veulent participer à des luttes unitaires, soit intersectorielles. Donc, je suis un peu toujours mal à l'aise de me positionner sur ce qu'on devrait faire. Aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il faut sortir du cadre ou pas sortir du cadre, mais je vais plus parler des réflexions qui ont eu lieu à la coalition puis de ce qui a déjà été fait au sein de cette coalition-là pour tenter d'élargir la mobilisation autour des négociations du secteur public et aussi de l'expérience des 2 dernières négociations de ce qui s'est fait ou ce qui ne s'est pas fait pour voir un peu comment on peut partir de ça pour faire les choses différemment si c'est ça qu'on souhaite. Je veux juste être certaine de ne pas avoir l'air de la personne qui vient faire la leçon. Je ne suis pas ici du milieu syndical, puis c'est pas ça mon intention, mais c'est plus partager un peu le travail qui s'est fait là, dans les dernières années au sein de la coalition. Donc, depuis 2010, il y a eu toute une réflexion à la coalition sur l'escalade des moyens de pression, la mobilisation contre l'austérité, les revendications aussi à mettre de l'avant. Donc, cette réflexion-là a évolué. En 2010, les choix stratégiques ont été d'identifier des revendications prioritaires tout en luttant contre l'austérité, mais de revendications prioritaires pour essayer d'avoir des gains plus tangibles. Donc, à l'époque, la question des frais de scolarité, de la taxe santé, des tarifs d'hydro avaient été jugées comme des revendications prioritaires où il fallait faire une lutte défensive. Puis, par après, il y a eu des choix de faire une lutte plus offensive sur la redistribution de la richesse, de dire, bien, il faut aller chercher l'argent pour financer l'ensemble des services publics, les programmes sociaux, et on a les moyens. Donc, pour réussir à faire cette bataille-là, il faut mettre la question de la fiscalité à l'avant-plan, pas juste en faire un élément de discours, mais en faire un élément de lutte.
parce que c'est ce qui permettait de montrer qu'il y avait, de renforcer les solidarités, de dire on peut chacun faire ses luttes sectorielles, mais il y a de l'argent pour tout ça, et c'est ça qui nous rejoint dans le fond. Donc c'est à partir de ce moment-là que finalement il y a eu une évolution dans les revendications, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de revendication de liste d'épicerie, parce que dans l'histoire, c'est toujours ça qui a, ben, en fait, souvent, c'est ce qui fait en sorte que les gens, finalement, se reconnaissent plus, s'en vont, disent, ah ben là, ma revendication sectorielle, le logement social n'est pas écrit là, donc on s'en va, ou encore que tout le monde bataille pour avoir son revendication avec son chiffre dans les demandes de la coalition. Alors, ce qu'on s'est dit dans les dernières années, c'est vraiment qu'on faisait, notre revendication, c'est général, c'était un réinvestissement massif dans les services publics, dans les programmes sociaux, dans l'action communautaire autonome. Puis après ça, chacun des secteurs chiffre s'il le veut, mais ça permet aussi d'avoir des solidarités plus larges, puis que tout le monde s'y retrouve et puisse faire, dans le fond, les parallèles avec les besoins de son propre secteur. Donc, en parallèle à ça, là, vous le savez, il y a toute la question de la campagne sur les 10 milliards de solutions, donc le travail de réflexion sur où il y avait de l'argent à aller chercher, puis comment on pouvait aller chercher en ayant une fiscalité plus progressiste, puis ça permettait de montrer comment il y en avait finalement, pas juste un peu finalement de moyens financiers à notre disposition pour appuyer dans le fond les demandes des groupes sociaux. Voilà. Donc, pour le reste, vous pourrez lire l'historique qui est très court, là, mais qui fait un bref rappel sur ce qui s'est fait dans les dernières années, puis qui ouvre un peu aussi une perspective critique là, sur la coalition elle-même. Lors des dernières négociations, en 2015, il y avait une mobilisation dès le printemps 2015 autour de grèves sociales qui a émergé de différents milieux. Il y a une réflexion à la coalition qui s'était faite dès 2012 sur la perspective de grève sociale. Et il y avait, entre autres, plusieurs syndicats de profs et beaucoup d'organismes communautaires. Là, en 2015, je pense que c'est 250 groupes communautaires qui ont été en grève sociale pour le 1er mai. À l'automne, c'était 4500, là, mais le 1er mai, là, ce qui était recensé, c'était 250 groupes. Mais il y a eu tentative de dire on fait une grève sociale autour du 1er mai, même si tous les secteurs syndicaux ne pouvaient pas se le permettre, mais il y a eu une initiative de dire on veut amorcer ça. C'est pas les membres de la coalition avaient adopté un libellé assez général, certains ont participé, pas d'autres, mais d'appuyer, de faire un appel à la mobilisation générale le 1er mai, parce que ça a été lancé, là, je vois qu'il y a des wobblies dans la salle, cet appel-là a été lancé par d'autres groupes, puis certains groupes avaient décidé d'y répondre. À la coalition, il y a eu un appel général à la mobilisation, et c'est ce qui a fait en sorte qu'il y a eu des mobilisations qui se sont faites en solidarité, puis d'autres en parallèle. Donc à Montréal, il y a eu une grosse manif syndicale, puis il y a eu un blocage à la Tour de la Bourse, puis après ça, tout ça s'est rejoint dans une manif au centre-ville. Donc, juste pour se remettre en tête là, la conjoncture de l'époque, parce que c'est sûr que les mobilisations et les alliances sont toujours liées à la conjoncture et ça atteint vraiment aussi, selon qui est mobilisé à ce moment-là, ça atteint toujours les alliances ou les luttes qui finalement sont les plus présentes à ce moment-là. Donc, en 2015, au début de l'automne, il y a eu des réflexions à la coalition qui ont été de se dire qu'est-ce qu'on fait dans le cadre des négos du secteur public. Et c'est sûr que ces questions-là ont été soulevées par les gens du milieu syndical. À la coalition, là, il y a des fédérations, par exemple, qui sont membres, il y a beaucoup de syndicats du secteur public, entre autres la FNEC, puis la F3S, la PTS, la FAE, la FIC en sont également membres. À l'époque, c'était plus la FNEC et la F3S qui étaient prêts à aller de l'avant sur cette réflexion-là de créer des alliances autour de la grève du secteur public. Donc, il y a ce qui a été voté à la coalition, là, je vous lis des extraits de procès-verbaux, c'est qu'après un éventuel décret dans les secteurs publics et parapublics, dans une perspective de solidarité, que la coalition appelle ses membres des différentes régions à se mobiliser et à organiser le plus rapidement possible des actions dérangeantes et ou à tenir des consultations sur la grève et ou fasse la grève dans le cas des organisations qui avaient déjà des mandats en ce sens, contre l'austérité, en particulier contre la destruction des services publics et des programmes sociaux et pour une fiscalité permettant un meilleur partage de la richesse afin d'œuvrer à la convergence des luttes contre les inégalités sociales.
très beau, hein? Et puis là, il avait été voté qu'il y ait un visuel pour soutenir ça, pour que les gens se préparent dans l'éventualité d'un décret à se mobiliser. Alors là, il y avait une affiche, un bandeau Facebook et tout ça. On sait presque s'il y a un appel à la solidarité, c'est pas nous qui va coller à la choc, mais on veut s'inscrire là puis répondre à l'appel à la solidarité. Puis pour que ça soit possible, il faut commencer à en parler d'avance. Donc ça, c'était en septembre 2015. Puis là, en octobre, on avait été encore un petit peu plus loin sur le matériel de mobilisation. Puis donc, vraiment, là, essayer de faire émerger des convergences. Donc, il y avait une stratégie de mobilisation qui avait été adoptée. Donc, que dès le lendemain d'un décret, il y a une organisation d'activités, d'actions dérangeantes successives dans le plus de régions possibles. Que la coalition soutienne la coordination avec les groupes des régions visées. Donc, il y avait une stratégie de mobilisation. Finalement, ben, il ne s'est rien passé. Mais pourquoi je vous parle de ça, c'est que ça permet de voir un peu qu'est-ce qui pourrait se faire s'il y avait une volonté, dans le fond, du secteur public d'élargir la mobilisation. Je pense que faut voir aussi à la coalition, c'est que la volonté, c'était pas de faire les choses à la place d'eux, mais de pouvoir être là pour se mobiliser pour élargir la lutte. Puis là, c'est pour ça que ça s'est fait. La réflexion se faisait s'il y a un décret, parce que les gens disaient s'il n'y en a pas, si les syndicats ne le veulent pas, on ne peut pas à la place décider que nous, on fait la lutte différemment. C'est aux syndiqués de décider de la façon dont on parle les choses. Puis là, s'il y a un choix qui a été fait, que ça demeure quelque chose de strict, qui se fait d'une telle façon, c'est pas à nous de dire on va faire ça différemment. On est une coalition de groupe, puis on inclut des syndicats qui ont déjà réfléchi à une façon de faire les choses, puis ont déjà fait des choix démocratiques, qu'on soit d'accord ou pas. Fait qu'on s'est dit, à la coalition, ben, on va quand même voir comment on peut, s'il y a un décret, élargir la mobilisation. Puis là, on avait l'accord des syndicats membres de la coalition. Alors, c'est ça, il ne s'est rien passé. Puis depuis, ben, finalement, vous savez, la mobilisation sociale n'est pas évidente. C'est sûr que les négos ont aussi eu finalement une conclusion qui a mené aussi, suite à laquelle, suite au négo, il y a aussi eu du maraudage et là, il y a eu quelque chose qui s'est approché pour certaines personnes d'un drame, en tout cas qui a déstructuré des organisations syndicales. Puis au Québec, actuellement, ben là, on a un nouveau gouvernement. Et avant ça, donc dans la dernière année, la mobilisation, je dirais que la mobilisation unitaire a été pratiquement inexistante. Là où il s'est passé des luttes unitaires, ça a pratiquement réuni seulement le communautaire. Il y a des campagnes qui entre autres, comme Engagez-vous pour le communautaire, qui ont abouti sur une grève du communautaire qui a réuni là, des centaines et des milliers d'organismes communautaires à l'automne 2017, qui ont quand même repris les mêmes revendications qu'on portait à la Coalition Main Rouge. Donc, ça veut pas juste pour un meilleur financement, mais aussi pour, dans le fond, l'amélioration du filet social, pour un réinvestissement dans les services publics. Donc, il y avait une solidarité, mais ce n'était pas un lieu où il y avait des gens du milieu syndical, par exemple, ni étudiants. C'était vraiment communautaire, mais communautaire large, ce qui fait en sorte qu'il y a des alliances qui n'existaient pas avant, qui avaient commencé à se créer à la Coalition Main Rouge, entre les organismes en santé, services sociaux, les groupes de défense de droits, donc les groupes féministes. Et dans certaines régions, ces alliances-là sont très fortes depuis ce temps-là. Et ça a vraiment fait en sorte qu'il y a des mobilisations, je pense à la région de Québec, où même si le milieu syndical n'est pas nécessairement impliqué dans ces mobilisations-là, il y a quand même des grands réseaux, des 3 grands regroupements d'organismes communautaires, d'organismes d'éducation populaire et de groupes de femmes qui ont créé des solidarités très fortes et qui aujourd'hui font des actions ensemble. Donc, dans les dernières années, il y a eu finalement un effritement du travail de solidarité qui avait été très fort en 2011, 2012, 2013 un peu moins quand le PQ était au pouvoir, mais 2015, donc des moments de mobilisation très forts, ça s'est effrité. Et là, les perspectives actuelles à la coalition, c'est qu'il faut reconstruire ces alliances-là, on va avoir plusieurs batailles à mener face au gouvernement Legault. On ne sait peut-être pas exactement lesquelles, mais on sait déjà qu'il y a un enjeu important de lutte contre les inégalités sociales, puis que les choix annoncés de compression budgétaire alors qu'on a des surplus faramineux, ben, ça laisse croire qu'on va encore une fois affamer les services publics, puis les programmes sociaux. Déjà, on
voit qu'on s'enligne pour poursuivre cette spirale-là de politique néolibérale, de priver de revenus puis affamer nos services publics alors qu'on pourrait faire les choix différemment. Là, on anticipe des surprises importantes, mais on dit non, on va en avoir moins que ça parce que finalement, on va diminuer le service fiscal pendant ce temps-là. Donc, il y a un enjeu qui est gros comme ça sur la table, mais il n'y a pas de mobilisation offensive actuellement pour éviter que ça se produise. Et ça, c'est un enjeu pour tout le monde parce que ça va teinter aussi l'issue des prochaines négos, de un, mais de deux, parce que, je pense que Mme Chartrand va en parler, mais juste au niveau des écoles, puis ailleurs, il y a des batailles, puis il y a des besoins qui sont majeurs. Si on ne fait pas une bataille unitaire pour dire qu'il faut aller chercher cet argent-là, on risque de se retrouver avec le problème qu'on a connu dans les dernières années. Puis là, on a l'occasion de faire les choses différemment. Malheureusement, la première priorité devrait justement être de se parler, de construire des alliances. À mon avis, ça doit se passer au niveau local et régional, mais ça ne peut pas se passer sans les niveaux nationaux. C'est incontournable. À la coalition cet automne, il a été discuté que ça devait être une priorité, que les grands regroupements qui sont membres, ce n'est pas les centrales, il n'y a aucune centrale membre de la coalition, mais c'est plusieurs fédérations. Puis, donc, les gens devaient faire descendre l'information, lancer un appel aux gens de créer des liens avec les syndicats, les associations étudiantes, les campagnes pour la rémunération des stages, etc., pour qu'au niveau local et régional, il y ait au moins des solidarités qui soient là. Il commence à y avoir des lieux où les gens vont être prêts à bouger pour aller plus loin. Puis on est encore là-dedans. Puis quand moi je vois ce qui se passe, même si ça fait quelques semaines, quelques mois que ces appels-là sont lancés, je dirais que c'est pas que c'est pas encourageant, mais qu'il y a du travail à faire, qu'on a du pain sur la planche pour faire en sorte qu'on ait des solidarités. Puis souvent on dira c'est le national qui ne fait pas descendre l'information, c'est vrai, c'est un enjeu, mais au niveau local et régional, les appels à la solidarité sont souvent pas entendus. Puis, pour éviter que même dans le milieu communautaire, les gens fassent un repli sur un peu un corporatisme de dire bon, ben finalement, les syndicats ne veulent pas se mobiliser, on va s'occuper de nos petites affaires, on est capable tout seul de s'organiser. Ben, il faut que la solidarité vienne des deux bords. Puis actuellement, je dirais que c'est plus du milieu syndical que vient pas cette solidarité-là. Puis, les journées du 20 février sont un bon exemple. Il y a eu un appel qui a été adopté dès l'automne de mobilisation locale et régionale pour un réinvestissement massif. Puis à Montréal, il y a un syndicat qui est allé à la rencontre d'organisation, ce qui fait qu'il va y avoir une mobilisation, que je pense qu'il y a des syndicats qui mobilisent, mais que les gens ont l'impression finalement qu'il n'y a pas de volonté de faire des luttes unitaires, même si c'est juste pour organiser une petite manif ensemble, même si les gens sont conscients qu'on n'est pas, que c'est un nouveau gouvernement, mais on pense qu'il faut lancer quand même un message clair qu'il y a une implication de nos luttes. Donc, il y a quand même d'autres sons de cloche, puis il y a d'autres régions où les solidarités sont plus fortes. Par exemple, l'Estrie, on a rempli 3 autobus pour se rendre au bureau de François Bonnardel à Grande-Bay le 20 février. Donc, Québec, où les campagnes unies pour le travail sur la rémunération des stages sont impliquées dans l'organisation avec les groupes d'éducation populaire, où il y a des syndicats de la fonction publique qui sont impliqués ici. Donc, c'est un travail de reconstruction des alliances, puis on est là-dedans en ce moment. En conclusion, en vue des prochaines négos, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, peut-être qu'après ça, la décision de ce que les syndicats eux-mêmes vont faire, de la façon dont on va entrevoir les négos, c'est une chose, mais comment on peut élargir la mobilisation si on veut, si jamais la conclusion c'est qu'on veut l'élargir, bien c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un travail de solidarité. Puis si on donne l'impression que cette solidarité-là, puis cet appel à la mobilisation, on le fait juste quand on est en égo, bien les gens vont avoir l'impression que l'histoire des 10 dernières années se répète finalement. Et puis, voilà.